amis qui nous ont fait l'honneur d'être ici présents se succéderont cet après-midi pour évoquer les multiples combats auxquels Daniel participa activement. Enfin, nous avons voulu, pour conclure ce rassemblement, donner la parole à Daniel Guérin lui-même. Grâce à Pierre-André Boutang et à son équipe, nous pourrons écouter un dernier message de Daniel et le bilan, à la fois politique et personnel, qu'il tire de sa vie, d'une vie bien remplie. De l'antifascisme à l'antimilitarisme, du syndicalisme révolutionnaire à la révolution sexuelle, de l'opposition socialiste de gauche au communisme libertaire, Daniel, cet anticolonialiste de la première heure, était un exemple d'érudition, d'ouverture d'esprit, intransigeant dans ses convictions profondes et attentif aux grandes évolutions du mouvement social. Il se définissait lui-même comme un homme de passion et de raison. Et oui, sa vie a été passionnée. Elle a été celle d'un révolutionnaire capable de comprendre et d'agir sur son temps sans dogme et sans reniement. Oui, il avait horreur des cérémonies. Et si l'émotion n'est aujourd'hui pas absente, son combat révolutionnaire est lui aussi bien présent. Est-ce que Monsieur Lefebvre et Madame Chambellan pourraient venir pour témoigner de l'époque où Daniel était à la gauche révolutionnaire? Vous serez bientôt responsable d'une deuxième cérémonie mortuaire avec les chaises. Asseyez-vous. Je voudrais juste évoquer brièvement l'activité la moins connue sans doute de Daniel Guérin, celle du Daniel Guérin des années 30, que je n'ai connu qu'enfant, bébé et avant ma naissance, mais que par personne interposée, parce que le Daniel Guérin des années 30, ça fut la seule période de sa vie où il fut un militant au sens classique du terme, dans les partis et les organisations, classique mais original, puisqu'ils avaient choisi une voie qui n'était ni celle du stalinisme, ni celle de la social-démocratie. Après avoir été un jeune homme excentrique, et avant d'avoir le feu dans le sang, ou même s'il l'avait, il séparait à l'époque sa vie personnelle et sa vie de militant, il s'engagea à son retour d'Indochine, d'abord dans la social-démocratie. Il alla voir Blum, parce qu'il pensait que Léon Blum était le plus apte à comprendre les vocations révolutionnaires d'un fils de famille. Et c'est Daniel Halévy qui l'envoya à Pierre Monat, fondateur de la vie ouvrière et de la révolution prolétarienne, en lui recommandant son jeune cousin, plein de savoir, de caractère et d'intelligence, soucieux et passionné de révolution marxiste et prolétarienne. Et Daniel Guérin, inscrit aux jeunesses socialistes et à la section de Belleville du Parti socialiste, a été vite rebuté par l'électoralisme social-démocrate, et c'est par Pierre Monat qu'il s'intégra au groupe de la révolution prolétarienne et qu'il entra en 1930 dans un hebdomadaire, Le Cri du Peuple, hebdomadaire du comité des 22 pour la réunification syndicale, pour lutter à la fois contre le réformisme de la CGT et contre la mainmise du PC sur la CGTU. Mon père était l'âme et l'organisateur de ce Cri du Peuple, et Daniel Guérin et lui travaillèrent pendant 2 ans à ce journaliste social passionné dans les luttes les plus violentes et les plus dures. Daniel Guérin, à l'époque, était cet intellectuel bourgeois. Il refusait, il n'a pas agi en tant qu'intellectuel, il se cachait et de ses origines bourgeoises et de son activité précédente de poète et de romancier, comprenant mal, je pense, l'anti-intellectualisme ou ce qu'on prétend-elle des milieux ouvriers qui refusaient simplement que les intellectuels soient par définition les dirigeants du mouvement ouvrier, mais prônant la recherche intellectuelle, la culture et l'intelligence. Et je pense que Pierre Monat, Alfred Rosmer étaient des intellectuels au vrai sens du mot, sans volonté de diriger le mouvement ouvrier. Daniel Guérin et Robert Louzon, qui était lui aussi un grand bourgeois intellectuel, étaient les seuls à être vraiment ouvriéristes à cette époque-là. Peut-être parce qu'ils étaient intellectuels, peut-être parce qu'ils étaient bourgeois.
Daniel Guérin s'intégra à cette équipe dont il partageait les grandes options. En 1931, quand le Cri du Peuple disparut, il travailla comme correcteur d'imprimerie et sa lutte était une lutte de militants ordinaires comme la lutte quand il rejoint la gauche révolutionnaire et cet homme exceptionnel que fut Marceau Pivert. Daniel Guérin a raconté cette histoire d'enfant révolutionnaire sans esprit d'analyse à l'égard de son propre rôle et en augmentant peut-être son rôle au détriment de ceux de Marceau Pivert et des autres amis. Il partagea toujours les options de ce groupe et en particulier sur l'anticolonialisme parce que pour tout ce groupe, la révolte des peuples colonisés était analogue à la révolte des ouvriers. Ce n'est pas lui qui amena l'anticolonialisme dans ces milieux, Robert Louzon pour la Tunisie, Péra, qu'on a trop souvent oublié, amenait dans la révolution prolétarienne un écho des luttes d'Indochine, de Madagascar, de Tunisie. Daniel Guérin fit une chronique régulière des événements d'Indochine dans le Cri du Peuple, hebdomadaire strictement syndical, pour montrer l'importance de cette action anticolonialiste. Il resta après avec la gauche révolutionnaire, avec l'équipe de la révolution prolétarienne, proche de cette lutte des peuples colonisés, de cette lutte contre la guerre par des armes révolutionnaires, contre le fascisme par des armes révolutionnaires aussi. Toute cette génération fut une génération qualifiée des vaincus de l'histoire. Ils ont subi les luttes, les insultes, la haine. Ne leur faisons pas subir après l'injure de l'oubli, et parce que je crois que ce ne sont pas eux qui ont besoin d'être réhabilités, et peut-être ce sont eux les vrais vainqueurs de l'histoire. Le mouvement ouvrier vient de perdre en Daniel Guérin un des plus éminents, un des plus actifs défenseurs. De ses défenseurs. Il en était aussi un de ses plus lucides, sachant remettre en cause les vérités d'hier lorsque les acquis intellectuels ou pratiques des expériences exigeaient des conclusions nouvelles. Nos premiers combats communs, c'est à la gauche révolutionnaire du PS que nous avons affrontés. J'ai mis affronter parce que nous affrontions tous les deux. Ayant la responsabilité de la publication du journal bimensuel de la gauche révolutionnaire, je m'occupais également de l'éducation doctrinale des jeunes socialistes. Daniel soutenait la fraction la plus portée à la bagarre, surtout au sein des TPPS, toujours prêts pour servir, organisme de défense fondé au Parti socialiste et qui était composé de militants extrêmement actifs et bagarreurs quand il le fallait. Moi, poursuivant avec Boris l'étude de la doctrine et nous efforçant de tirer de l'expérience de la défaite du mouvement ouvrier allemand et de l'effondrement de nos illusions sur la révolution russe, massacrant ses fondateurs, asservissant et massacrant son peuple et son armée, la fameuse armée rouge dont l'épopée nous semblait devenir contestable. Notre première rencontre eut lieu au siège des Amis du Monde, 23 rue Mouffetard, au mois de février 1934, lorsque les croix de feu montaient en bande serrée sur la rive droite à l'assaut du gouvernement Daladier. Daniel allant et venant en bicyclette. Du côté de la Concorde, nous rendant compte des événements et de la montée des militants communistes sur la rive gauche, des autobus brûlés, des quelques affrontements. Ces événements ont profondément affecté les groupes d'études que publiaient Masse, puis Spartacus, mais de revues. Le syndicalisme se repliant sur les syndicats, les syndicalistes se repliant sur leurs syndicats, d'autres sur leur parti, dont ils étaient les plus proches. J'entrai à la 5e section du Parti socialiste et pris aussitôt contact avec la bataille socialiste de Zéromski et Pivert. Avec Marceau, nous fûmes d'accord pour créer la gauche révolutionnaire.
À sa demande, j'en assumais la rédaction, ce qui me fit, tout en sortant chaque fois que je le pouvais, mes propres numéros de Masse et de Spartacus. C'est ce qui m'amène à publier dans Spartacus son livre sur l'Algérie en collaboration avec un éditeur de province. Puis Rosa Luxembourg et la spontanéité révolutionnaire. Et plus tard, à la recherche d'un communisme libertaire. Des projets, il s'en épauchait, car Daniel Guérin était toujours un combattant. Et lorsque Spartacus lui demanda, il y a guerre, de préfacer Les enragés dans la Révolution française, c'est un texte fulgurant d'ardeur révolutionnaire qu'il médite. Bien, nous remercions René Lefebvre des éditions Spartacus et Madame Chambellan d'avoir voulu témoigner. Je passe la parole à Danielle Guerrier qui nous apporte donc un message de Colette Audry, qui est fondatrice du PSU, pour être dans ces dernières années membre du comité directeur de l'actuel Parti Socialiste et aujourd'hui présidente de l'Institut Socialiste d'études et de recherche. Colette Audry est par ailleurs écrivain. Mais entrée en politique en 1930, avec un rapport sur l'Indochine prémoniteur de la grande émancipation des colonisés, lui qui ont le mieux senti notre époque et qui l'ont modelé en profondeur. Puis également un message de l'Union régionale PTT Île-de-France de la CFDT. Nous avons appris avec tristesse le décès de Daniel Guérin. La région CFDT PTT Île-de-France tient à lui rendre un dernier hommage et à saluer la mémoire de celui qui fut le militant infatigable de tous les combats émancipateurs de ces 50 dernières années. Daniel a été de tous les combats contre la colonisation. Il en a découvert le visage véritable, en Syrie d'abord, en Indochine ensuite. Sur le terrain donc, sa qualité majeure n'est pas seulement, comme on pourrait le croire, ses choix principiels, mais sa connaissance concrète des situations et des hommes engagés dans la lutte qui l'ont aidé à ne pas faire abstraction des hypothèques du terrain. Et il n'a soutenu la révolution algérienne que pour autant qu'elle correspondait à ce projet. Daniel n'a abandonné aucun homme poursuivi pour ses idées à cause d'un désaccord. Et il en a eu avec les Algériens, par exemple à cause des calomnies déversées contre son ami Messali, que Daniel n'approuvait pas. Il a d'ailleurs combattu ces calomnies à cause des persécutions engagées contre la gauche autogestionnaire avant le coup d'État de 1965, à cause de la répression administrative contre les ouvriers et contre les éléments de cette gauche. Un militant autonome, mais aussi une lueur d'espoir pour tous ceux qui, à un moment ou un autre de sa vie, ont eu besoin de lui. Nous allons continuer sans lui, sans toi, Daniel, mais tu ne nous quitteras jamais. De Jean Néco, d'Hélène Parent, de Mépiquet, qui après un combat qui durait depuis tant et tant d'années, qu'on pouvait encore s'émerveiller de les voir capables de le poursuivre auprès de ceux qui sont plus jeunes, ont disparu les uns après les autres, en nous laissant à la fois le vide de leur présence et la plénitude de leur exemple et de leur enseignement. Daniel Guérin, je l'ai connu à l'époque de la résistance à la guerre d'Algérie. C'est une formule que je préfère à celle de la paix en Algérie. La résistance à la guerre en Algérie, c'était aussi une résistance à tout un état de choses, un système, une société qui était contestée et combattue par ceux dont je viens de citer les noms. À cette époque, je ne pensais pas le retrouver plus tard, au moment où a commencé le mouvement du phare, qui essayait d'exprimer ce que pouvait avoir de révolutionnaire à cette époque l'homosexualité dans la société que nous connaissons et dans laquelle nous évoluons, que ce soit volontairement ou pas, mais dans laquelle nous évoluons et que nous devons bien prendre en compte à tous les niveaux de notre vie.
le fait qu'il n'y a pas de vie privée, que la vie privée est encore un élément politique, était une vérité qu'on ne connaissait guère à cette époque. Et Daniel, parmi tant d'autres de ses originalités, dans son approche des vérités qu'il a étudiées toute sa vie et qui ont donné lieu à tant de livres passionnants, même quand ils sont parfois contestables, parce qu'on n'est pas forcément toujours d'accord avec lui, mais qu'au moins, même quand il est contestable, il essayait toujours au plus près d'être non seulement juste, mais de faire apparaître ce qui n'était pas encore tellement approché par les études précédentes. Eh bien, Daniel avait eu cet étonnant courage, à l'époque, de pouvoir à la fois se dire et homosexuel et révolutionnaire. Je dis bien étonnant courage, car il ne faut pas non plus que les plus jeunes et que la génération qui monte s'imaginent que tout ce qui se passe en ce moment dans cette société, dont nous espérons bien un jour voir la structure à bas, que tout ce qui se passe en ce moment, qui peut encore comporter une certaine positivité, un petit espace de lutte, une possibilité d'être soi-même à tous les niveaux et de lutter, eh bien, que ce qui semble quelquefois aller de soi était le fruit, l'objet d'une des luttes les plus longues, les plus difficiles, y compris même celle qui est sans doute, qui demande le plus de courage, celle de savoir affronter non seulement ses contemporains, mais ses proches, mais ses amis. Et Daniel a eu ce courage. Dans les dernières années de sa vie, quand nous parlions ensemble des connaissances qu'il avait, des personnes qu'il avait rencontrées, et entre autres de Mauriac, de François Mauriac, avec qui il eut une longue amitié, il me faisait souvent rire, car il avait beaucoup d'humour, cet homme, contrairement à ce que certains disent en disant qu'il était rigide. Il avait beaucoup plus d'humour qu'on ne le croit. Et il me faisait souvent rire en me racontant comment François Mauriac quasiment pleurait sur son épaule en lui disant « Comment avouer que je suis homosexuel puisque je suis catholique et que je suis engagé dans un combat qui est celui de l'Église catholique et romaine ?» Et Daniel, le tout jeune, Daniel Guérin, qui à cette époque-là étant âgé se jugeait en tant que jeune, me disait combien pour lui aussi ça avait été une question qui s'était posée et qu'il craignait toujours que ses camarades de lutte, étant donné le peu d'informations qui à l'époque couraient encore sur ces questions gênantes, sur ces tabous, que ses camarades de lutte puissent le mal juger, eux qui déjà avaient tendance à se méfier de quelqu'un venu de la grande bourgeoisie, de la bourgeoisie fortunée, et qui était un intellectuel et qui était un romancier. Donc, les difficultés pour lui de s'intégrer dans la lutte révolutionnaire des opprimés et des pauvres, il y avait pour lui une dimension supplémentaire. Non seulement il était bourgeois, mais son type de mœurs était précisément ce qui correspondait dans l'esprit général de l'ouvriérisme de cette époque à une espèce d'odieuse décadence bourgeoise. Eh bien, Daniel a eu le cran de dire que la vérité seule était révolutionnaire. Il s'est avoué ce qu'il était, alors qu'évidemment Mauriac ne le fit jamais. Il s'est avoué ce qu'il était. Il l'a été, et il a même su aller plus loin, extirper, faire apparaître au plein jour ce que, à cette époque, pouvait avoir de subversif, une position qui n'était pas si privée que cela, mais qui était publique dans le relationnel, dans l'attitude envers le monde, dans le rapport aux autres, et qu'à ce niveau-là, il lui était donné, avec un grand courage, car vraiment ça le méritait, de pouvoir dire « Oui, je suis cela et je suis révolutionnaire ». Et au lieu d'être contradictoire, pas du tout, je peux trouver la liaison entre une attitude soi-disant privée, mais qui est une attitude d'exception, entre guillemets, par rapport à la société courante, et le fait que, étant déjà marginalisé par mes goûts personnels que je n'ai pas choisis et que j'ai reçus en naissant, je suis donc d'autant plus à même de comprendre qu'à de tout autre niveau, comme celui de l'économique et du social, déjà, des gens peuvent être défavorisés. Même si sur ce plan-là, moi, je suis favorisé étant d'une famille fortunée et d'une famille bourgeoise et d'une famille cultivée. Et c'est ainsi que Daniel, déjà âgé de 65 ans, a rejoint les rangs du phare, qui s'intitulait à ce moment-là le Front homosexuel d'action révolutionnaire, qui depuis a disparu, puisque nous savons maintenant qu'avec l'évolution
d'une société où le profit s'organise de mieux en mieux pour faire de tout capital, et bien qu'à l'heure actuelle, de plus en plus, ce qui a paru si subversif et si révolutionnaire à une certaine époque, de plus en plus se fait intégrer dans une société de consommation et dans une possibilité de tirer de l'argent, des goûts personnels, des rêves, des façons d'être d'une minorité, même si cette minorité est très étendue, et qu'il s'agisse d'une minorité, comme on dit, érotique. Eh bien, Daniel, ça, je tenais aujourd'hui, moi qui me suis souvent disputé avec lui, moi qui n'avais pas souvent les mêmes opinions que lui sur bien un point, mais avec qui je me suis toujours réconcilié parce que c'était un homme profondément sincère et honnête, et que la sincérité, et que l'honnêteté, et que le fait de rejoindre les rangs de ceux parmi lesquels on a eu la chance de ne pas naître, mais qui sont l'avenir, qui sont le levain du monde, parce qu'ils sont précisément ceux qui sont opprimés, ceux qui sont exploités, ceux qui sont piétinés, et ceux vers quoi n'importe quel être de qualité obligatoirement doit aller un jour dans sa vie, sinon il ne vaut pas grand-chose. Eh bien Daniel, qui a eu ce cran, et qui a eu le cran aussi de dire ce qu'il était, parmi ceux qui l'entouraient, et dont il avait un double intérêt à se faire bien voir, donc qui a eu le courage non seulement d'affronter son milieu d'origine, mais le milieu qu'il avait choisi, et qui jusqu'à la fin, malgré l'âge, malgré les infirmités, malgré les maladies, était toujours en voyage de comité de soutien en comité de soutien, de meeting en meeting, de rencontre en rencontre, pour secourir soit ceux qui étaient jetés en prison sous des prétextes ignobles, soit les peuples qui sont persécutés et dispersés, disséminés, et qu'on essaye d'exterminer au nom d'un ancien holocauste, comme si les victimes d'hier pouvaient justifier celles d'aujourd'hui. Eh bien Daniel, qui a eu ce courage jusqu'à la fin de ses jours, je suis heureuse aujourd'hui de saluer son souvenir et de dire qu'il ne s'effacera pas dans nos cœurs. Daniel Guérin était un intellectuel militant, honnête et brillant, qui a mis son intelligence, sa générosité, sa qualité d'écrivain au service de la lutte contre l'injustice et l'oppression. Pour nous, beaucoup des ouvrages, des écrits de Daniel Guérin font partie de la formation de base que reçoivent tous ceux qui rentrent dans nos rangs. Dans l'annuaire téléphonique, sur ses cartes de visite et les pétitions qu'il signait, Daniel Guérin s'annonçait avec désinvolture et modestie comme un homme de lettres. En réalité, pour préciser, il fut historien, militant et théoricien tout à la fois. Trois qualités rarement réunies dans une même personne et que lui-même ne séparait pas. Cette exigence le conduisit à rédiger une œuvre qui compte une quarantaine de volumes, sans mentionner de très nombreux articles. Œuvre qui ne peut paraître disparate qu'à une lecture peu attentive. Comme historien de la Révolution française, Daniel Guérin, dans Bourgeois et Bras nus, surpassa la critique universitaire qui ne lui pardonna pas. D'autant plus quand il s'agit de quelqu'un comme Daniel, être très complexe, mémoire formidable de notre siècle, mais souvent aussi engagé jusqu'au cou, comme il disait dans ses batailles. Je crois cependant que ce qui distingue l'œuvre politique et idéologique de Daniel, c'est sa quête inlassable pour la révolution sociale radicale, totale, qui convient aux exigences et possibilités de notre temps, surtout de la fin de ce siècle. Marxisant, trotskisant, anarchiste classique, communiste libertaire, Daniel s'est attaché à réaliser une synthèse, un dépassement de l'expérience de la Révolution française, de la Révolution soviétique, de mai 68, afin de parvenir à une conception plus équilibrée, plus profonde
de la révolution sociale globale. C'est au bénéfice de l'âge, je pense, bénéfice contestable, mais aussi parce que nous fûmes des amis de très longue date, que notre organisation commune, l'UTCL, m'a confié le soin d'évoquer le souvenir de Daniel Guérin et de rendre hommage à sa vie de militant. Hier soir, je recevais aussi un autre message, celui de nos amis très chers de l'organisation socialiste libertaire de Suisse romande, qui s'associait entièrement à l'UTCL dans l'hommage que nous rendons à Daniel. Le choix du lieu ne peut surprendre pour un hommage à Daniel Guérin, pour qui les fédérés de 71 étaient les fils des bras nus de 92 et 93 dont il a si bien parlé. Nous ne sommes ni des bigots, ni des frères prêcheurs révolutionnaires. Ne nous attendons donc pas à un dithyrambe, ni à des pleurs. Je ne dresserai pas ici la froide statue d'un monstre de cohérence révolutionnaire, de cohérence dogmatique, et nous nous refusons à considérer comme qualité suprême cette sorte d'infaillibilité pontificale qu'affectionnent trop de prétendus révolutionnaires. Il est évident que celui qui prend toujours et sans attendre le parti des victimes et des insurgés rencontre parfois l'ingratitude et la déception. Je ne citerai que quelques exemples de taille. L'échec du Front populaire de 1936 par la faute des politiciens de gauche, la défaite de la Révolution espagnole, le chauvinisme dément qui fit dégénérer la lutte contre le nazisme, l'évolution d'un Bourguiba vers la mégalomanie dictatoriale, plus près de nous, l'anéantissement de l'autogestion en Algérie. Nous ne ferons ici qu'évoquer la chaleur et le talent du journaliste et de l'écrivain, la rigueur exigeante de l'historien. Mais ces deux facettes de la personnalité de Daniel s'intégraient parfaitement dans le cheminement difficile qui marque une très profonde honnêteté politique. De Mehdi Ben Barka. Au nom de la famille de Mehdi Ben Barka, je viens ici saluer la mémoire de Daniel. Je voudrais aussi dire combien nous partageons la douleur de la famille et des amis de Daniel. Pour nous, la mémoire de Daniel est indissociable de 20 ans de lutte pour la recherche de la vérité sur l'assassinat de mon père. Avec Daniel, dans le comité pour la vérité, ce fut un combat tous les jours, une recherche inlassable. Et grâce à Daniel, grâce à son acharnement, un coin du voile a été levé. Grâce à Daniel, un certain nombre de points ont pu être éclaircis. Grâce à lui, aucun témoignage n'était négligé, aucune voix n'était minime. Malheureusement, son combat n'a pas abouti. Il est mort avant que toute la vérité soit faite. Et par sa mort, la recherche pour la vérité a perdu un grand combattant, la famille de Mehdi a perdu un grand ami. Et le meilleur hommage qu'on puisse lui rendre, c'est de poursuivre la lutte pour que toute la vérité soit faite. Merci. Daniel Guérin était membre de notre syndicat des correcteurs depuis 1932, après avoir appartenu à un syndicat adhérent à la CGTU. Il fut de ces membres dont notre syndicat s'enorgueillit, bien qu'il n'ait pas eu un rôle direct important dans la vie de notre organisation syndicale.
Ce fut le cas de bien d'autres, comme Victor Serge, comme Marcel Baudy, comme Marcel Asfeld, comme Gaston Leval, Benjamin Perret et bien d'autres. En tant que syndicalistes, nous retiendrons que Daniel Guérin fut un ferme partisan de la lutte des classes. Nous n'oublierons pas son remarquable ouvrage « La lutte des classes sous la Première République, bourgeoise et bras nus ». Mais cette lutte des classes, il n'a pas voulu y participer avec les organisations marxistes se réclamant de Staline. Antidogmatique, il a tenté après mai 1968 de faire une synthèse du marxisme antistalinien et de l'anarchisme. C'était probablement trop tôt, c'est peut-être même impossible, mais cette double hérésie lui valut des attaques trop virulentes et dogmatiques des gardiens de la foi des deux bords. Le syndicat des correcteurs salue le militant de tous les jours, l'écrivain, le théoricien, le syndicaliste que fut Daniel Guérin. Il rend hommage à sa recherche constante de la vérité, dont la cause, comme il l'a écrit, se confond avec celle de la classe ouvrière. Camarade Guérin, adieu, salut et fraternité. Parler ici un peu d'un livre qui pour moi est son livre principal, qui est son livre sur la Révolution. Ça s'appelle La lutte des classes sous la Première République, et c'est celui qui crée bourgeois et bras nus. Et c'est en partie à cause de ce livre que j'ai compris l'importance des mots pour désigner les classes, la lutte des classes, des mots pour parler de la Révolution, pour en parler au passé et pour en parler aussi au présent. Alors ce livre, il l'a écrit entre 40 et 45 pendant la guerre, à Oslo et à Paris, pendant la guerre tout court, et une fois qu'il a été publié en 46 et jusqu'à maintenant je crois, il a largement alimenté ce que Guérin lui-même appelle la guerre civile des historiens. C'est-à-dire que ce livre qui étudie plus précisément l'an 2, la dictature de salut public, le problème du mouvement populaire, le problème de Robespierre, était véritablement une bombe et une provocation dans les milieux des historiens de la Révolution. En effet, surtout dans son introduction et dans sa postface, Guérin posait les problèmes de la révolution permanente, de la révolution bourgeoise dans ses résultats, mais permanente dans son fonctionnement, de la contradiction entre la conscience des acteurs et les résultats qu'il obtenait, du rôle de la déchristianisation, du problème de la dictature de salut public, du problème de la future révolution prolétarienne qu'il s'applique et dont il dégage les traits émergents en 93. Alors cet ouvrage, par les provocations concentrées dans sa préface, a suscité une guerre qui, je crois, s'est pas encore arrêtée, et il a fait l'objet de beaucoup de polémiques, de démolitions, qu'il recense lui-même, et qui porte au fond, et c'est le point que je voudrais retenir, sur comment est-ce qu'on appelle les acteurs de la Révolution. Et c'est dans ces termes que se concentre le problème. Guérin proposait de les appeler bras nus, ça n'est pas un terme de lui, c'est un terme qu'il emprunte à Michelet, et il explique bien qu'il ne peut pas appeler ça prolétariat, ce serait un terme anachronique et prématuré. Bien que Marx, Engels, Lénine emploient le terme prolétariat avant qu'il y ait un prolétariat au sens moderne. Alors Albert Soboul, lui, veut les appeler sans-culottes, mais c'est bien le même problème qu'il dégage, et sans-culottes, d'ailleurs, le terme qu'a promu Soboul est un terme d'époque, mais c'était d'abord une injure royaliste pour désigner les manifestants révolutionnaires de 89 à 93. Alors je crois que relire cette discussion pour savoir qui étaient les acteurs de cette révolution, comment est-ce qu'ils ont été défaits, comment est-ce qu'ils ont été réduits au silence par la dictature robespierriste avant que Robespierre lui-même ne soit éliminé, c'est un sujet qui est toujours d'actualité. Et le plus intéressant, c'est que Guérin avait écrit pour ce bouquin 2 préfaces. L'une qu'il a mise plus théorique, plus historienne, mais où il annonce la couleur, où ses autorités sont Marx, Engels, Lénine et Trotsky, le Trotsky de l'histoire de la Révolution russe et le Trotsky de la Révolution permanente, et une autre qui n'a pas publié avant 60, mais qu'il a publié après, sous le titre La Révolution française et nous, qui est plus provocatrice, il dit lui-même, moins orthodoxe, plus volontariste, plus libertaire. Ce sujet d'interrogation, qui a maintenant bientôt 200 ans, était toujours actuel pour Guérin et l'est toujours pour nous. Henri Noguer, ancien président de la Ligue des droits de l'homme
et président du comité droit et liberté dans l'institution militaire, m'a demandé de venir vous lire son message. C'est dans les derniers jours de 1974, lorsque messieurs Giscard d'Estaing, Chirac, Bourges, Bijard et Le Canuet ont fait arrêter de jeunes soldats et des militants syndicalistes et les ont déférés devant la Cour de sûreté de l'État, qu'est né sous l'égide de la Ligue des droits de l'homme le comité droit et liberté dans l'institution militaire. Présent dès le premier jour, actif et assidu jusqu'à son dernier jour, Daniel Guérin était l'un des fondateurs et des principaux animateurs de ce comité, et le meilleur hommage que nous puissions lui rendre est de promettre ici, en ce lieu symbolique, que ce sigle cristallin et narquois, le GLIM, continuera de résonner aussi longtemps qu'il le faudra aux oreilles de tous ceux que notre action dérange. La participation active de Daniel Guérin aux travaux du GLIM suffirait à démontrer, s'il en était besoin, la diversité des composantes de ce comité. Il y côtoyait volontiers, lui, l'antimilitariste à tous les sens du terme, des hommes qui, se refusant à rejeter l'institution militaire en tant que telle, se contentent de dénoncer ceux qui l'ont faite et qui la font encore telle qu'elle est. Un vieux débat oppose à l'antimilitarisme que condamnaient allègrement ces tribunaux militaires que le GLIM a contribué à faire quasiment disparaître, le sens que tous les dictionnaires de la langue française donnent au mot militarisme. Ce débat n'est jamais venu altérer la volonté d'action commune au sein du GLIM entre ceux qui croient possible et utile, comme Jaurès, une bonne institution militaire et ceux dont était Daniel Guérin qui n'y croient pas. C'est parce que le GLIM s'est toujours placé au-dessus de cette divergence et parce que Daniel Guérin nous a donné dans ce domaine de multiples preuves de son esprit tolérant qu'il m'a paru normal, ne pouvant malheureusement me dégager d'obligations antérieurement acceptées, de demander à un vice-amiral d'escadre, qui est aussi l'un des fondateurs et des principaux dirigeants du GLIM, d'apporter notre dernier salut aux militants antimilitaristes et communistes libertaires qui nous a quittés. Lorsque j'ai rencontré Daniel pour la première fois, c'était il y a plus d'un demi-siècle au temps du Front populaire. Il était alors aux côtés de Marceau Pivert, un de ceux qui disaient « tout est possible ». L'histoire s'est chargée de nous apprendre que tout est toujours possible, certes, mais dans les deux sens. L'histoire et les combats que nous avons menés, pas toujours les mêmes combats et pas toujours ensemble, mais en respectant toujours ceux qui, avec rigueur, accordaient leurs actes à leurs idées. Daniel Guérin fut de cela, et notre amitié, dont je veux dire qu'elle était pour ma part renforcée par l'estime, s'est trouvée satisfaite de constater qu'au fil des temps, les combats que nous menions côte à côte étaient chaque jour plus nombreux. Exiger inlassablement qu'il y ait plus de droits et plus de liberté dans l'institution militaire, espace de non-droit traditionnel, n'était qu'une de ces luttes parmi bien d'autres. Rester fidèle au message de Daniel Guérin, c'est continuer à mener de front, désormais sans lui, tous ceux de ces combats dans lesquels nous l'avons rencontré. Merci. Et pour ceux qui ont participé aux dernières manifestations de soutien aux Kanaks, samedi dernier avec le FLNKS et mercredi dernier avec la ISDPK, ils savent combien les militants Kanaks ont tenu à saluer la mémoire de Daniel Guérin. Donc Jimmy Ouney voulait être parmi nous aujourd'hui. J'espère que vous comprendrez en fonction de l'actualité pourquoi il n'est pas là. Et c'est pour ça que je vais présenter ce message à sa place. Daniel Guérin, jusqu'au dernier jour de sa vie, a été un militant anticolonialiste et on a cité longuement son engagement aux côtés des Algériens. On a parlé de son engagement aux côtés des Antillais, des Polynésiens. Et je veux souligner son engagement jusqu'à ces derniers jours aux côtés des Kanaks, tenant à rencontrer Jean-Marie Tjibaou en 85, peu de temps après la mort d'Éloi Machoro, tenant d'ailleurs aussi à faire une déclaration après cette exécution du militant qui était
Éloi Machoro, alors qu'il était déjà très âgé, qu'il avait du mal à se déplacer. Nous avions dû le transporter spécialement, mais il y tenait particulièrement. Et jusqu'à ces derniers jours, il nous a demandé d'être tenu au courant de ce qui se passait en Calédonie. Connaissant Daniel Guérin depuis plus de 20 ans, je sais très bien qu'au jour d'aujourd'hui où le soutien de la lutte des Kanaks va être vraisemblablement beaucoup plus difficile, où un certain nombre de nos amis timorés risquent d'avoir des problèmes de conscience à continuer à soutenir nos amis Kanaks, qui eux sont acculés au désespoir. Depuis des mois, nous avons interpellé non seulement le peuple français, mais aussi les institutions en disant qu'on allait vraisemblablement vers une catastrophe. La catastrophe aujourd'hui arrive et je peux dire au nom de Daniel Guérin, et l'ayant connu suffisamment pour cela, que ce n'est pas quand il devient plus difficile de soutenir une lutte parce que cette lutte vit des épreuves très dures, très noires, qui vont vraisemblablement donner aussi une répression tout aussi difficile, ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut les abandonner. Et je pense que si Daniel était parmi nous, ce n'est pas aujourd'hui non plus qu'il abandonnerait les Kanaks. Aux côtés des Kanaks et parmi les personnalités, les syndicalistes et les jeunes qui veulent une grande manifestation unitaire le 1er mai contre Le Pen. À l'occasion de 1989, pour la commémoration de la Révolution française, d'autres avant moi l'ont souligné, son travail et son analyse de lutte de classe seront d'un apport très important. Son travail de recherche, sa volonté de construire une société plus juste, un socialisme dans la liberté, un socialisme libertaire, nous le poursuivrons inlassablement. Daniel, militant radical, exigeant, rigoureux, mais d'une grande ouverture, était aussi un homme aux grandes qualités humaines. C'était notre ami. Avant de conclure, et sans aucune acrimonie particulière à l'encontre de Daniel Cohn-Bendit, qu'il a bien connu, je voudrais relater l'anecdote suivante. Le 27 novembre 1986, lors d'une grande manifestation étudiante, Daniel, qui avait beaucoup de difficultés pour se déplacer, était là, à l'angle de la rue Gay-Lussac et du boulevard Saint-Michel. Il rencontre Daniel Cohn-Bendit et lui demande « La Révolution, nous l'avons tant aimée, Dany, ou nous continuons à l'aimer ?» À ce propos, voilà ce qu'il disait en 1977. « Ce qui me paraît rendre urgente une régénération du socialisme, c'est, je crois, le spectacle d'un capitalisme qui se bat, qui ne bat plus que d'une aile, et de ce fait bloque le mécanisme social, entrave le progrès humain, mais qui pourtant puise encore ses éléments de survie dans les carences de certains de ses adversaires. Il est encore temps, il est grand temps de renverser la vapeur. La révolution de demain se fera, me semble-t-il, par en bas ou ne se fera pas. Salut Daniel. En 68 comme en 86, Daniel était dans la rue avec la jeunesse. Malgré son état de santé déjà fragile, Daniel a vraiment tenu à participer aux manifestations de l'hiver 86. Ce fut ses dernières manifestations. Jusqu'au bout, les mouvements de la jeunesse ont suscité chez lui l'espoir, l'enthousiasme, jamais amoindri malgré l'expérience de plus d'un demi-siècle de lutte. Pendant tout l'hiver 86, Daniel se sentait revivre à travers les luttes. Il vibrait avec nous. Nous l'appelions tous les jours pour lui tenir au courant des événements. Il insistait pour qu'on passe le voir. Et il nous écoutait avec passion, lui raconter les manifs, les AG, les occupations à la faculté de Nanterre. En 68, Daniel était aux côtés des Nanterrois du 22 mars. En 86, il était encore là, avec nous, les étudiants libertaires de Nanterre. Le printemps en hiver a été court et la lutte devait continuer. Un mois plus tard, réunis dans son appartement, nous fondions le collectif Jeunes Libertaires. On l'a embarqué dans notre aventure. Il est devenu notre directeur de publication et son état de santé devenu critique, il a continué à collaborer à notre journal. Le collectif Jeunes Libertaires a perdu un militant de valeur, écrivain,
historien. Les écrits de Daniel restent pour nous un patrimoine, une référence. Mais Daniel, ce n'était pas Monsieur Guérin, ce n'était pas l'ancien combattant, ce n'était pas l'ancêtre. Daniel, c'était notre camarade. Jeunes militants, l'expérience nous manquait. Mais jamais, jamais nous n'avons vu Daniel nous imposer une idée, une décision. Dans les discussions, il avançait avec nous. Nous étions unis, complices, au-delà des générations, de notre effort inlassable pour le combat de notre idéal. Daniel, c'était le camarade, le complice. Daniel, c'était aussi l'ami, un ami qui avait beaucoup à nous raconter. Je me rappelle de ces après-midi où j'allais le voir. Il m'a raconté son voyage au Vietnam en 1930. En 1930, c'était les premières poussées anticolonialistes en Indochine. Ému, Daniel me disait que les nationalistes vietnamiens clamaient, avant d'aller se faire fusiller, « Vive Victor Hugo ». Revenu de ce voyage, Daniel nourrissait des sentiments anticolonialistes profonds. Son combat pour la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes allait devenir incessant. Ami des Kanaks aujourd'hui, ami des Vietnamiens hier, Daniel, avant d'être l'écrivain, l'historien, aimait les hommes et les femmes, voulait les voir libres et heureux. Nous n'oublierons ni l'homme, ni son combat. Ma vie n'a pas été faite par moi, elle a été faite par un destin qui était extérieur à moi. J'ai jamais l'impression d'avoir suivi un plan tracé à l'avance et de l'avoir bien suivi. J'ai l'impression que tout est venu comme ça, de façon improvisée, inattendue et non voulue. Il n'y a pas eu que de belles choses. Certaines non. Certaines non. Il n'y a pas eu de belles choses, ça c'est certain. J'ai souvent été esclave de mes sens. Mais alors avec une faculté de me rattraper très vite après, de retrouver mon libre arbitre très vite. Et le regret de choses que vous n'avez pas faites, il existe? Il n'existe pas trop, mais quand j'entends les récits des actes sexuels que commettent aujourd'hui les jeunes qui sont libérés... Plus que je ne sais pas, que des livres que vous auriez pu écrire et que vous n'avez pas écrits. Je regrette aussi les livres que j'aurais pu écrire et que je n'ai pas écrits, notamment de ne pas avoir écrit de fiction. Je voulais t'exprimer ma profonde reconnaissance pour tout ce que je te dois. En ces temps où la culture, la vieille, se meurt, avant qu'elle ne rebondisse plus tard sous de nouvelles formes, je voudrais te remercier de m'avoir transmis ce précieux héritage culturel qui fait la vie digne d'être vécue. Si je remonte dans mon enfance, je t'entends m'apprendre à aimer Baudelaire et Chopin et Renoir et Degas. Si j'ai politiquement et socialement choisi une autre route que la tienne, ce goût des belles choses, pardon, je n'ai pas lu, choisi une autre route que la tienne, je n'ai jamais sous-estimé, ni renié, ni trahi cet héritage, ce goût des belles choses. Merci de me l'avoir transmis. Ce que tu as aimé, la culture, l'art, est immortel. Dans des siècles, des hommes différents de ceux d'aujourd'hui aimeront encore Baudelaire, Chopin, Renoir et Degas. Par ailleurs, je sais ce qu'il y a en nous de commun, cette vive sensibilité, ce besoin aigu d'amour et de tendresse. Et là, je n'appuyais pas. Et aussi des passions qui nous ont parfois rendu à tous deux la vie difficile, et qui sont une forme de notre besoin de tendresse et de notre amour du beau. Si un jour tu t'en allais, il y a des choses que je serais seul à sentir et un fardeau que je serais seul à porter. Je t'ai fait souffrir au cours de ma vie, mais sans l'avoir jamais voulu. J'étais victime de mon tempérament trop violent, trop contradictoire, de mon besoin extrême d'indépendance. Et là, c'était ma fidélité à des convictions qui sont ma raison de vivre. Excuse-moi de te dire tout cela. Ce n'est pas urgent, puisque tu te rétabliras. Mais il faut tout prévoir. Et si je voulais l'avoir dit, cela, une fois pour toutes, même si l'échéance est très lointaine. Et mon père me répondit, là je cite ma bibliographie, d'une écriture que la maladie rendait tremblante, tu as touché mon cœur dans ses fibres les plus profondes, en me parlant comme tu as fait. C'est une consolation pour moi. Pour ce qui est des biens culturels, je suis tranquille. Et c'est une grande joie pour moi, en relisant ta lettre, de voir combien tu leur restes attaché.
Encore une fois, je te remercie avec une grande émotion de me l'avoir dit, mon bien cher fils, que, comme ta grand-mère, j'ai chéri plus que mes autres enfants, mon premier-né, la plus grande joie de ma vie. Je te sers mon pauvre cœur qui t'a tant aimé. Ça me fait pleurer. Produite par la 7 et donc diffusée sur FR3. Et je peux vous annoncer qu'il y aura fin 88 2 heures d'émission de débat entre Pierre-André Boutang et Daniel Guérin, 2 fois 1 heure à une semaine d'intervalle, dans le cadre d'une série d'émissions Un regard sur le siècle. Et Daniel Guérin est une des 4 personnalités qui ont été, disons, choisies pour cette émission Un regard sur le siècle. Évidemment, on avait bien conscience de l'aspect hautement d'émotion, disons, de passer comme ça la parole de Daniel. Je dois dire que, étant un de ses amis qui l'a suivi jusqu'à ces derniers jours, il m'est pas très facile maintenant de prendre la parole. Enfin, je tiens ici aussi à remercier donc tous les gens qui sont venus cet après-midi. D'abord au nom de la famille de Daniel, en particulier sa fille Anne et ses petits-fils, son frère Guillaume Guérin, sa sœur Edmé Guérin, sa belle-sœur, qui étaient tous présents cet après-midi parmi nous. Je tiens aussi à remercier un certain nombre de groupes et de personnalités présentes. Laissez-moi les énumérer un peu dans le désordre. L'historien M. Gibelin, Maître de Chézel, Alain Krivine et Michel Lequen de la LCR, Arlette Laguillet, Pierre Boussel-Lambert, Michel Raptis, l'amiral Sanguinetti que nous avons entendu, et je dois dire qu'il est effectivement assez touchant d'avoir un officier de marine témoigner pour l'antimilitarisme de Daniel Guérin. Et comme vous avez entendu, là, les petits témoignages de Daniel, y compris sur sa vie intime, cet aspect-là aussi peut donner peut égayer un peu l'après-midi. Maître Denis Langlois, la famille Ben Barka, René Galissot, René Lemarquis qui tenait à représenter le groupe qui travaille au dictionnaire du mouvement ouvrier à l'initiative de Métron, Maître Beauvillard qui était une des avocates de Ben Barka, Maître Laffut-Véran, le collectif homosexuel Agir, les animateurs des émissions chroniques syndicales et d'Années de la Terre de Radio Libertaire, la Fédération de la gauche alternative, les militants de Tribune anarchiste communiste, les militants de l'organisation communiste libertaire, Wang Koa Khoi, un ami vietnamien qui a voulu témoigner de l'engagement de Daniel auprès des Vietnamiens. Voilà, donc nous remercions aussi tous les militants et non militants anonymes qui ont bien voulu venir s'associer à l'hommage que nous avons organisé autour de Daniel. Nous pensons que la façon dont ça s'est déroulé a été de façon qu'il s'y serait retrouvé, étant bien conscient qu'un aspect cérémonial plus grandiose l'aurait profondément choqué. Mais le connaissant bien, je pense qu'il aurait été tout à fait touché par la façon dont s'est passé ce rassemblement hommage et par tous les témoignages de ses très très nombreux compagnons. Encore une fois, au nom de la famille et de ses amis, merci. Salut Daniel. Quand nous chanterons le temps des cerises et guerre signée